La servante posa sa main sur les cordes de la vieille harpe et retint son souffle, comme si elle craignait de troubler le silence. Dans la salle derrière le mur, on entendait le bruit des coupes et des pas, et le bruissement des capes dans les galeries. Elle passa son ongle sur la corde sèche et entendit un son aigu et prolongé qui s'étirait comme un fil ténu entre l'obscurité et la bougie. Elle s'appelait Agatha, et ce soir-là, elle décida de sortir de l'ombre, même si dans ce château, on lui avait appris à vivre sans se faire remarquer. Je salue les spectateurs et vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Je vous souhaite une agréable écoute. Ce jour-là, on attendait les barons au château. On disait que les anciens guerriers et les nouveaux riches allaient arriver, qu'ils allaient se partager les taxes sur les routes et discuter de la manière de défendre la frontière. Dans la cuisine, les bûches crépitaient, dans l'écurie, les chevaux reniflèrent, dans la salle, les blasons étaient accrochés. Le régisseur Raoul supervisait tout cela. Il aimait que chacun ait son propre rayonnage et sa propre mesure. Il n'aimait pas que les serviteurs lèvent les yeux, et il n'aimait surtout pas que l'un d'entre eux sache faire quelque chose que ses scribes ne savaient pas faire. Agatha lavait les sols de la chapelle, nettoyait les cruches, portait l'eau. La nuit, elle écoutait les ménestrels qui répétaient dans l'aile éloignée. Elle ne connaissait pas les notes, mais elle se souvenait de l'ordre des sons, comme on se souvient d'un chemin pavé. Dans le cellier où étaient entreposées les vieilles affaires, elle trouva une harpe. Il manquait 2 cordes à la harpe, le bord du cadre était ébréché, et un signe ressemblant à un croissant de lune, avec 3 points, était gravé au charbon sur la planche intérieure. Elle avait le même signe sur son cordon. Un minuscule pendentif en cuivre, au bord ébréché, que sa mère lui avait glissé dans la main, il y a de nombreuses années, lorsqu'elle avait donné sa fille en servitude pour payer une dette. À l'époque, sa mère lui avait dit que c'était le souvenir d'une femme qu'elle avait autrefois nourrie d'herbe et réconfortée de ses chansons, et que cette femme était morte, mais que le signe était resté. Agatha avait conservé le pendentif comme un lien silencieux avec le passé. Elle ne savait pas où ce lien l'amènerait. Elle a tissé les cordes manquantes de la harpe à partir de tendons séchés, pris chez les tanneurs, les a tordus et les a frottés avec de la colophane. Le garçon muet Lucas, qui s'occupait des chevaux, l'aidait avec la colophane. On le considérait incapable d'accomplir des tâches sérieuses. Il était léger comme un brin d'herbe et se déplaçait comme s'il avait toujours peur de déranger. Mais Lucas avait une grande attention. Il aimait regarder les doigts des musiciens bouger et pouvait reproduire le rythme avec son pied sur une planche sans se tromper. Il apprit à Agathe à sentir le tempo en tapant sur le banc jusqu'à ce que les cordes sonnent régulièrement. Personne ne le félicitait. On l'envoyait souvent avec un seau dans la cour éloignée pour qu'il ne gêne pas. Agatha voyait en lui un homme qui entendait sans parole. Au château, on attendait les ménestrels qui revenaient de la route. On les accueillait généralement à la porte ouest. Cet automne-là, une tempête s'était abattue et avait emporté le pont qui enjambait le ruisseau. Les ménestrels avaient été retardés. L'intendant grommelait que la musique se passerait de répétition et que les tambours suffiraient pour le banquet. Agatha comprenait que sans musique, le banquet se transformerait en une dispute acharnée sur l'argent et les murs, et que dans une telle dispute, on n'écoute pas les faibles. Ce jour-là, la caravane du marchand Léon entra dans le château avec les soldats. On l'appelait l'homme des côtes sud. Il transportait du sel, des épices, des tissus fins et parfois des instruments. Quelques mois auparavant, il avait pris froid à la porte et Agatha,
lui avait apporté une soupe chaude, bien que Raoul ait interdit aux serviteurs de se distraire. Léon avait alors dit qu'il n'oublierait pas cela et avait montré sa bourse sur laquelle était accroché un jeton de cuivre ébréché, identique à celui qu'elle portait au cou, mais en argent. Agatha pensa que le monde était parfois composé de morceaux identiques. Elle ne demanda rien. Le soir venu, les barons se rassemblèrent dans la salle. Des torches brûlaient sur les murs. Les serviteurs apportaient les plats. On ordonna à Agathe de se tenir près de la colonne, de tenir la cruche et de regarder où elle marchait. Elle vit lord Édric, le maître du château, assis à la table centrale, grand, maigre, les mains couvertes de cicatrices blanches. On disait que sa femme était morte en couches il y a de nombreuses années et qu'il lui restait un fils, élevé par la sœur aînée de la défunte. On disait que parfois, une mélodie que le Seigneur ne supportait pas d'entendre résonnait dans la salle. Elle était rarement jouée, car après, il se rendait dans le jardin et regardait longuement l'étang. Agatha connaissait cette mélodie. Autrefois, sa mère la chantait lorsqu'elle couchait sa fille. La chanson comportait 6 notes qui s'enchaînaient comme des galets lisses dans un ruisseau. À l'époque, Agatha ne savait pas qu'il s'agissait d'une mélodie de cour. Elle pensait simplement que c'était un chemin vers le silence. Les ménestrels n'étaient toujours pas arrivés. Des musiciens locaux furent amenés dans la salle et les trompettes, les luttes et les cors retentirent. La musique était régulière, mais vide. Dans l'obscurité de la galerie, Agatha serra les poings. À ce moment-là, Lucas bondit vers elle et lui fit rapidement signe que la corde de sa harpe était mal tendue. Il pointa son doigt vers la colophane et la porta à son nez. L'odeur était étrange, ni résineuse ni sucrée, mais amère, comme l'herbe du jardin du monastère que les moines appelaient vipérine. Lucas se couvrit la bouche et agita les mains pour indiquer que cette colophane ne pouvait pas être utilisée. Agatha comprit immédiatement que quelqu'un avait remplacé la résine dans son sachet. Elle se souvint avoir laissé son instrument dans le débarras pendant la journée lorsqu'on l'avait appelé à la chapelle. Le scribe Raoul était assis près du débarras. Il tenait dans ses mains un seau dont le bord était ébréché. Son sachet de colophane était désormais muni d'un nouveau seau fin, comme si quelqu'un voulait montrer que tout était intact. Seulement, le seau avait été apposé avec ce même anneau ébréché, une bagatelle quotidienne, un nouveau morceau de résine, était soudain devenu une menace. Si elle était sortie dans la salle avec cette résine, ses doigts auraient en brûlé et enflé, les cordes auraient en coupé sa peau et la musique aurait été interrompue. Lucas avait réagi à temps. Il avait apporté un autre morceau de colophane de l'écurie. Agatha passa son doigt dessus, sentit l'odeur pure de la résine, frotta les cordes et comprit qu'elle pouvait jouer. Elle regarda une nouvelle fois le signe sur la barre intérieure de la harpe, un croissant de lune avec 3 points, un bord ébréché, le même que sur son pendentif, le même que sur la bourse de Léon, le même que sur le seau du scribe, sauf qu'il était ébréché, comme si quelqu'un l'avait cassé en brisant la vie d'un autre. Agatha prit la harpe dans ses mains et sortit dans la pénombre de la galerie. Elle n'avait plus l'intention de se cacher. Dans la salle, les gens parlaient fort. Quand on n'entend pas la musique, on commence à s'entendre soi-même. Agatha se plaça près d'une colonne et joua le premier accord. Le son était pur et direct. Elle fit glisser sa main d'un seul coup et les cordes lui répondirent comme des épis secs sous un vent régulier. Elle commença par une danse simple pour calmer ses tremblements, puis
passa à ce qu'elle connaissait depuis son enfance. Elle reprit la mélodie que chantait sa mère. Elle n'avait rien de brillant. Elle avait ce qui permet à une personne de rester debout quand la foule fait du bruit autour d'elle. Un rythme régulier et une courte pause. La salle est devenue plus calme. Lord Edric a levé la tête et a posé sa coupe. Les guerriers les plus âgés ont arrêté de jouer avec leurs bagues. Les serviteurs se sont arrêtés. Agatha ajouta à la mélodie des notes graves, comme des pierres sous l'eau, et y entremêla une simple chanson paysanne lancinante sur le chemin du retour. Elle la connaissait depuis la place du marché. Elle voulait depuis longtemps les réunir, mais ne savait pas si elle pouvait le faire. Maintenant, elle l'avait fait. Les voix des mélodies se superposèrent de telle sorte que l'on n'entendait plus le murmure de l'argent dans la salle. On commença à entendre les pas de ceux qui marchaient dans la boue et le souffle de ceux qui ne dormaient pas la nuit. Lorsqu'elle joua la dernière note, quelqu'un à l'autre bout de la salle sanglota. Le baron, dont le visage était comme une dalle de pierre, posa sa joue sur son poing. Lord Edric ferma les yeux et passa la main sur la table, comme pour vérifier que le bois était bien là. Plusieurs chevaliers baissèrent la tête. Le serviteur près de la porte s'essuya discrètement le nez avec sa manche. Dans la galerie, Luc se tenait immobile, les doigts posés sur le bord d'une colonne, puis il serra le poing, comme quelqu'un qui a trouvé la bonne pierre dans le mur et qui sait désormais que ce mur ne s'écroulera pas. Le régisseur Raoul essayait de sourire et d'applaudir, mais il n'y parvenait pas. Il voyait l'attention se détourner de ses tables et de ses listes pour se porter sur un homme vêtu simplement. Il estimait que cet ordre des choses était dangereux. Il savait depuis son enfance que si un serviteur devenait soudainement visible, cela signifiait que le pouvoir s'échappait par les interstices. Il se rendit dans la pièce voisine et revint avec les greffiers. L'un d'eux désigna la porte où se trouvaient les contrats d'embauche et d'achat. Ils chuchotaient comme des gens qui veulent reprendre le contrôle. Léon se tenait près du mur, appuyé contre un poteau, et regardait attentivement la harpe. Il avait vu de tels instruments depuis longtemps. Il savait que l'artisan qui les fabriquait apposait sa marque sur la barre intérieure, un croissant de lune et 3 points. Léon avait vu cette marque dans le port d'une petite ville du sud, où il s'était arrêté un jour dans la boutique d'un luthier. Là-bas, un vieil homme lui avait raconté qu'il y a de nombreuses années, une femme riche lui avait commandé une harpe avec une finition et des marques particulières, et que cette femme avait donné naissance à un enfant, mais était morte. Le vieil homme avait mentionné que sa sœur avait disparu avec le bébé et que, des années plus tard, les gens disaient que l'enfant avait été donné à une famille pauvre et oubliée. Léon avait alors haussé les épaules. Il regardait maintenant le symbole sur la harpe et le pendentif au cordon d'Agatha. Il comprenait que ce symbole ne se répétait pas par hasard. La musique s'était arrêtée, les serviteurs n'avaient pas encore eu le temps d'apporter de nouveaux plats, mais les gens se tenaient déjà debout, comme après un long voyage, lorsqu'ils ne veulent pas s'asseoir pour ne pas perdre la sensation de mouvement. Le Seigneur se leva. Il dit qu'il avait entendu cette mélodie il y a de nombreuses années dans une pièce qui sentait le lait et les herbes, et qu'il avait alors promis de ne laisser personne la jouer dans la salle tant que son cœur souffrirait. Il avoua avoir enfreint sa règle non pas parce qu'il était devenu plus fort, mais parce qu'il y avait quelque chose de nouveau dans cette mélodie, une simple chanson de basse-cour qui rendait la douleur compréhensible plutôt que vide. Il dit qu'il voulait savoir qui avait appris à cette servante à tenir la note de telle sorte que toute la salle la retenait. Agatha ne répondit pas.
Elle n'avait pas le droit de parler à table. La nourrice aînée, qui vivait depuis de nombreuses années dans la cuisine, répondit à sa place. Elle dit que la jeune fille avait appris toute seule en écoutant les ménestrels. Elle ajouta qu'autrefois, la mère d'Agatha travaillait chez Madame, qu'elle était calme et savait apaiser les enfants avec cette même chanson. La nourrice murmura ensuite que dans son coffre se trouvait le mouchoir de Madame, brodé d'un croissant de lune et de 3 points, et qu'elle avait pensé le remettre en terre, mais que maintenant, peut-être, la terre n'en avait plus besoin. Raoul se leva et rappela les règles. La servante appartient à la maison, et c'est la maison qui décide de son sort. Il dit qu'il connaissait la valeur de la bonne musique et ajouta qu'il valait mieux qu'elle retourne à ses occupations. Agatha sentit le bruit reprendre dans la salle. Lucas captait les paroles des autres et comprit qu'il n'avait pas le droit de crier. Il recula doucement d'un pas. Ses pieds sentaient toujours où le plancher était voûté. Il savait que ce n'était pas le plancher qui pliait, mais la règle. À ce moment-là, Léon sortit de l'ombre. Il dit qu'il était venu en tant que marchand, mais qu'il repartirait en tant qu'homme qui paie sa dette. Il rappela qu'une fois, cette maison l'avait réchauffé alors qu'il grelottait de froid. Il sortit un petit sac de sa bourse et en versa le contenu en argent. Il dit qu'il voulait racheter Agatha au régisseur afin de lui donner sa liberté. Il ne la demandait pas pour lui. Il proposa de rédiger un contrat selon lequel elle deviendrait une femme libre sous la protection du Seigneur. Il dit qu'il était prêt à payer immédiatement et que personne n'allait recevoir de marchandises, car un être humain n'est pas une marchandise. Un murmure parcourut la salle. Un tel revirement était rare. Raoul a tenté de s'y opposer en invoquant les règles. Léon lui a rappelé que le droit de rachat s'appliquait dans la ville si le Seigneur n'y voyait pas d'inconvénient. Tous les regards se sont tournés vers Édric. Le Seigneur a déclaré qu'il était prêt à accepter le rachat, mais qu'il souhaitait y ajouter sa propre condition. Il la rachèterait non seulement de son service, mais aussi de son silence. Il la nommerait musicienne de la cour et lui donnerait le droit d'enseigner aux enfants du château et de la ville. Il ne le fit pas par émotion, mais par calcul. Il avait vu comment une seule mélodie avait réuni le haut et le bas, comment la salle avait cessé de se disputer et avait commencé à écouter. Il comprenait que ce n'était pas un tour ponctuel, mais un véritable talent. Et ce talent était né là où personne ne l'attendait. Un talent caché s'était élevé contre le statut social et n'avait pas cédé. Raoul se mordit la lèvre. Il n'avait pas l'habitude de perdre. Il sortit un parchemin et fit signe au scribe. Le scribe apporta le sceau au bord ébréché. Lucas, qui se tenait à côté, remarqua l'éclat sur le sceau et se souvint du nouveau sceau sur le sac de Colophane. Il fit un signe de la main pour signaler le danger. Agatha acquiesça. Léon remarqua également l'éclat. Il croisa les doigts derrière son dos, faisant signe à la vieille nourrice de garder son mouchoir brodé à portée de main. Dans la salle, c'était comme si le genre avait changé. La procédure habituelle, consistant à apposer le sceau sur le contrat, devint soudainement une nouvelle étape dangereuse. Il n'y avait pas d'odeur de fumée, mais celle d'un possible mensonge. Si le sceau de Raoul s'avérait être la seule trace, il réécrirait demain le texte à son avantage. Édric ordonna d'apporter une deuxième table. On y déposa un parchemin vierge, la harpe, le mouchoir brodé, le pendentif d'Agatha et la bourse de Léon. Les scribes de la chancellerie du Seigneur apposèrent leur sceau à côté de celui de Raoul, puis demandèrent à Léon son sceau commercial. Sur l'argent de Léon figurait le même croissant de lune et les 3 points, mais sans éclat. Le cercle était intact. Les imprimeurs apposèrent les 2 sceaux
afin que personne ne puisse dire par la suite qu'il n'y en avait qu'un seul. La main de Raoul trembla. Il n'était pas habitué à ce que les signes secrets révèlent sa ruse. Le même soir, un paquet contenant des cordes fut apporté dans la chambre d'Agatha comme un cadeau d'un mélomane inconnu. Le domestique dit qu'un garçon du marché avait laissé le paquet et demandé de le remettre dans la soirée. Cela semblait être un objet ordinaire. Lucas ouvrit le paquet avec un couteau et sentit immédiatement une odeur d'herbe. Il grimaça et passa son doigt sur la corde. Elle était saupoudrée d'une fine poudre et crissait légèrement au toucher, comme de la craie sur une pierre. Agatha se souvint de l'étrange colophane et du seau ébréché. Elle déplia le papier jusqu'au bout et trouva au fond une fine lettre pliée en 4. Elle portait un vieux sceau avec le même symbole, mais en cire molle, qui avait manifestement été apposé il y a de nombreuses années. La lettre n'était pas récente. Elle avait été cachée dans l'étui de la harpe. Quelqu'un l'avait retirée et avait tenté de la remettre en circulation avec les cordes empoisonnées, espérant que dans la confusion, personne ne remarquerait la disparition d'une trace propre dans l'ombre d'un cadeau sale. Mais Lucas l'avait remarqué. Son nez et ses doigts avaient une fois de plus sauvé la situation. Il avait hoché la tête discrètement, comme quelqu'un qui avait vu un nœud étrange dans un nœud ordinaire. La lettre fut remise au Seigneur. Il brisa la cire molle, la lut et resta longtemps silencieux. Dans la lettre, une écriture féminine racontait que pendant les années de peste, la sœur de Madame avait donné naissance à une fille et l'avait confiée à une femme du peuple afin de la protéger des querelles de la cour. Cette femme avait ensuite servi dans la cuisine de la maison et la petite fille avait grandi sans connaître son nom. Au bas de la lettre figurait la marque du maître qui avait fabriqué la harpe ainsi que son signe. Il écrivait qu'il avait apposé un signe sur la harpe et un autre, identique, sur un petit anneau de cuivre qu'il avait donné à la femme en souvenir, afin qu'un jour, si nécessaire, elle puisse assembler les deux moitiés. Agatha avait un pendentif. La harpe avait un signe. Le même symbole était brodé sur le foulard de la nourrice. Léon portait ce symbole sur sa bourse, car dans sa jeunesse, il avait été l'élève de ce maître. Il reconnut l'écriture et confirma qu'elle ressemblait à celle des notes qu'il avait vues dans la boutique du vieil homme près de la mer du Sud. Tout cela ne semblait pas miraculeux. Cela ressemblait à une chaîne que des gens avaient tirée au fil des ans, ne voulant pas de querelle pour des titres. Le Seigneur a dit qu'il voulait que cette chaîne relie non pas des chemises, mais des personnes. Il a annoncé devant l'assemblée qu'Agatha n'était pas seulement une servante et une musicienne, mais aussi la nièce de sa défunte épouse. Il ne l'a pas appelée Madame. Il a dit que la parenté ne donnait pas de pouvoir, mais donnait le droit à la vérité. Il a confirmé le rachat et lui a accordé la liberté. Il lui a confié la musique dans la salle et l'école dans la ville. Il lui a demandé de ne pas quitter les murs pour cette liberté, mais de rester et de construire des ponts là où les mots n'étaient pas encore entendus. Raoul comprit qu'il avait perdu son principal instrument de contrôle, le silence autour d'une personne talentueuse. Il tenta de frapper dans l'autre sens. Il ordonna à ses hommes de rassembler un dossier sur Léon, comptant le présenter comme un étranger sans honneur. Il voulait annoncer que celui-ci avait acheté son influence. Mais Léon refusa toute place à la cour. Il dit qu'il ne voulait qu'une quittance honnête pour son argent et le droit d'ouvrir une boutique d'instruments dans la ville afin que les enfants puissent acheter des cordes sans être trompés. Il fit un pas de côté, là où la cupidité étrangère n'avait rien à gagner, et là, elle ne trouva aucun appui,
À partir de ce jour, une nouvelle vie commença. Agatha jouait dans la salle le soir et enseignait aux enfants le matin. Elle ne dédaignait pas les domestiques. Elle s'asseyait sur un banc à côté de la blanchisseuse et lui montrait comment tenir une note avec ses doigts. Elle alignait des gobelets en argile et expliquait que la musique ne tombait pas du ciel, mais s'assemblait comme une série de gobelets, chacun à sa place. Lucas devint son ombre et son assistant. Il dessinait avec un bâton sur des tableaux de cire de simples marques rythmiques, afin que ceux qui ne comprenaient pas les mots puissent voir le dessin du temps. Il inventa des signes pour les notes longues et courtes, et les enfants, en riant, les mémorisaient plus vite que les adultes. Le garçon tranquille, que l'on avait l'habitude d'ignorer, était devenu quelqu'un sans qui la musique à l'école s'effondrait. Dans la ville, on disait que le château avait changé. Les impôts n'avaient pas été supprimés et les lances n'avaient pas disparu, mais dans la salle, il y avait moins de paroles en l'air et plus d'action. Avant de jouer pour les barons, Agatha faisait chaque fois le tour de la cour. Elle écoutait le marché, l'écurie, la chapelle, la cuisine. Elle entendait le son de la journée et le transposait dans la salle. Les barons ont commencé à reconnaître dans sa musique leur propre chemin et leur propre mur. Ils ont commencé à adoucir le débat sur la collecte et à interroger plus sévèrement ceux qui volaient de la petite monnaie dans l'ombre. Raoul n'abandonnait pas. Il imagina un nouveau moyen de saper la confiance. Un jour, un cadeau d'un lointain mécène fut apporté à l'école. Une nouvelle harpe, lourde, avec un bord sculpté. Sur la caisse figurait le sceau d'un atelier inconnu. Le cadeau semblait être la suite logique du succès. Agatha passa ses doigts sur les sculptures et sentit que le bord de la harpe était étrangement rugueux là où il ne devait pas l'être. Lucas tapota la table d'harmonie et entendit un son sourd. Il montra à Agatha. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Ils retirèrent les cordes et ouvrirent la table. Sous la planche se trouvait un petit sac rempli d'une poudre grise. Son odeur était âcre et inanimée. La nounou dit qu'une telle poudre pouvait endormir toute une pièce si on la jetait dans le feu. Ils comprirent, le cadeau avait pour but d'empoisonner l'air de l'école. La livraison habituelle d'un instrument, une situation banale, s'était transformée en un thriller qui aurait pu faire taire les voix des enfants. Léon vint à sa demande et ouvrit les papiers sur la table. Il trouva dans le motif de la sculpture la marque du maître de l'atelier où il avait autrefois étudié. Seulement, le signe était grossièrement apposé et comportait une erreur. Les 3 points n'étaient pas disposés comme dans le vrai signe, mais décalés. Léon a déclaré que cet instrument était un faux. Il a apporté la harpe au garde et a insisté pour qu'il la vérifie. Chez le scribe Raoul, ils ont trouvé un 2e sceau identique dans l'entrepôt. Cela suffit pour priver Raoul de son autorité sur les boutiques et les entrepôts. Il n'a pas été emprisonné, mais il a perdu son poste. On lui a donné le choix, entrer au monastère, où l'on avait besoin de mains pour l'inventaire, ou rester en ville et travailler à l'école dans l'entrepôt sous la surveillance de ceux qu'il méprisait auparavant. Il a choisi l'école. Là, on l'obligeait chaque jour à compter les cordes et à les distribuer sur des bons de livraison à des enfants auxquels, la veille encore, il n'aurait pas donné d'eau. Avec le temps, un autre fil du passé s'est dévoilé. Un luthier du port sud est arrivé en ville, un vieil homme qui avait enseigné son métier à Léon. Il avait apporté une boîte contenant des notes et un morceau d'un ancien cadre qu'il avait autrefois fabriqué pour la dame du château. Le même signe était gravé sur le cadre. Le vieil homme raconta qu'à l'époque, il avait donné le cordon avec le pendentif en cuivre à une femme de la cuisine
et lui avait demandé de ne pas le perdre. Il avait dit que la châtelaine nourrissait un enfant aux grands yeux et lui chantait cette même mélodie. À la mort de la châtelaine, il avait menti à Raoul en lui disant que le signe n'avait aucune signification, car il avait vu la cupidité briller dans ses yeux. Il avoua qu'à l'époque, il n'avait pas sauvé l'or, mais l'enfant. Les paroles du vieil homme ont été le dernier clou dans le cercueil des mensonges d'autrui. La parenté cachée a cessé d'être un scandale. Elle est devenue une partie tranquille de l'ordre établi. À partir de ce moment, les années ont passé, sans miracle retentissant, mais avec beaucoup de petites actions directes. Agatha jouait pour la salle, mais n'oubliait jamais la cour. Elle demanda au Seigneur de rendre les répétitions des musiciens publiques, que les enfants et les serviteurs puissent écouter les répétitions et apprendre. Elle demanda qu'il soit écrit sur les portes de l'école que tout le monde pouvait entrer et prendre un instrument sans crainte. Elle demanda à Léon d'apporter des cordes à un prix honnête et de les distribuer avec des jetons afin que personne n'achète tout d'un coup. Elle demanda à Lucas de ne pas rester dans l'ombre, mais de se mettre en lumière. Lucas enseignait le rythme aux enfants comme on le lui avait enseigné autrefois. Il tapait avec sa baguette sur le banc, et même ceux qui entendaient mal comprenaient ses gestes. On l'appelait le maître des signes muets. À la foire de rue, il fit rire un chevalier qui avait peur de la musique et le fit répéter le rythme. Celui-ci éclata de rire, puis se mit lui-même à enseigner aux garçons le pas qu'il utilisait dans les rangs. Deux mondes différents se côtoyèrent et chacun eut moins peur de l'autre. Un soir, les barons se réunirent à nouveau dans la salle. L'hiver avait été calme dans les environs, mais dans la ville, comme toujours, les disputes allaient d'un bon train. Agatha eut une nouvelle idée. Elle prit la mélodie du paysan de la foire, qui comportait beaucoup de sauts simples, et la mélodie d'une vieille chanson militaire, où les pas et les battements se confondaient. Elle les a combinés de telle sorte que l'uniforme militaire a cessé d'opprimer et que les rires de la foire ont cessé de résonner. Elle a joué franchement. Au milieu, elle a réinséré la même berceuse, mais pas comme la première fois. Elle ne l'a pas fait sortir de sa gorge, mais de ses entrailles, comme la terre sur laquelle poussent les maisons. Quelqu'un s'est mis à pleurer dans la salle. C'était un jeune baron qui avait perdu son enfant l'année dernière. Avant, il ne pouvait pas entrer dans la douleur d'autrui. Cette douleur le mettait mal à l'aise. Mais maintenant, il voyait que la douleur d'autrui pouvait devenir un lieu où deux personnes pouvaient se tenir côte à côte sans perdre la face. Il s'est rendu à l'école plus tard et a donné de l'argent pour acheter les bancs en bois qui manquaient. Il n'a pas prononcé de discours. Il a simplement apporté des planches. Certains diront que cela suffit pour la fin. Mais la vie laisse toujours une autre ouverture pour le vent. Un jour d'hiver, le malheur est revenu au château sous une forme simple. À l'aube, un serviteur apporta un panier de pommes. Sur le dessus se trouvait une feuille avec des vœux de félicitations d'un inconnu. La feuille avait une odeur légèrement sucrée. Lucas fit la grimace et mit la feuille dans l'eau. Elle devint trouble. Il fit signe que la feuille était imprégnée d'une infusion d'herbe qui ralentissait le cœur. Le panier était posé devant la porte de l'école. C'était un coup direct, là où une nouvelle vie faisait ses premiers pas. Les gardes ont arrêté le garçon qui avait apporté le panier. Il a dit qu'il travaillait chez un marchand au marché. Chez le marchand, ils ont trouvé sur une étagère le même seau ébréché. Ils lui ont demandé qui le lui avait donné. Il a répondu « Un homme avec un gant blanc qu'il n'enlève jamais ». Dans la ville, on ne connaissait qu'une seule personne.
l'ancien greffier Raoul, qui se cachait dans le faubourg et pensait pouvoir retrouver son ancien pouvoir grâce à l'ancien mal. Il fut arrêté. Le tribunal rendit son verdict. Pas la tête sur le billot, mais le travail au moulin près de la rivière, sous la surveillance de ceux qui ne l'avaient jamais vu auparavant. Il devait chaque jour soulever des sacs et veiller à ce que l'eau coule correctement. On disait que les premiers mois, il restait silencieux, puis qu'il avait commencé à apprendre à écouter le bruit de l'eau. À un moment donné, il avait reconnu que la musique dans la salle et le bruit de la roue étaient similaires, en ce sens que les deux nécessitaient un rythme et un comptage honnête. Lord Edric avait vieilli. Son fils avait grandi. Un jour, Agatha emmena le jeune homme à l'école et demanda à Luc de lui montrer le rythme qui permettait de garder le pas. Le fils du Seigneur n'avait pas honte d'apprendre auprès d'un serviteur muet. Il répéta les claquements jusqu'à ce qu'il comprenne le rythme. Il dira ensuite à son père qu'il avait compris pourquoi la salle avait cessé d'être un lieu de paroles vides, parce que la musique avait appris aux gens à entendre l'ordre en eux-mêmes. À l'approche de l'été, Léon ouvrit une boutique d'instruments près de la porte nord. L'enseigne arborait un croissant de lune et 3 points. Il vendait des cordes, de la colophane, des archets bon marché et faisait crédit à ceux qui venaient avec un jeton de l'école. Il ne devint pas riche, mais sa boutique devint un lieu où les gens cessèrent de craindre le mot « contrat ». Là, on ne les trompait pas avec des tampons ébréchés. Là, les enfants comprenaient pour la première fois que le papier ne battait pas toujours les faibles. Lorsque, des années plus tard, Léon repartit vers le sud, il laissa la boutique à un élève de la ville et un coffre contenant des reçus soigneusement rangés. Il dit qu'il voulait que l'école ait toujours des cordes de rechange. Le soir, quand la salle était calme, Agatha monta dans la galerie et joua pour la dernière fois cette année-là la mélodie avec laquelle tout avait commencé. Mais elle la jouait différemment maintenant. Elle renfermait non seulement son enfance, mais aussi les choix des autres. On y entendait les pas du muet Lucas, qui flairait toujours à temps les plans des autres. On y entendait la voix douce du vieux luthier, qui avait un jour menti pour sauver la vie d'un enfant et qui était maintenant venu dire la vérité. On y entendait la fermeté de Léon, qui ne payait pas ses dettes aux gens, mais à l'ordre. On y entendait la retenue du lord, qui n'avait pas pris par la force ce qui pouvait être réparé par le travail. On y entendait les enfants qui apprenaient à écrire et les barons qui apprenaient à ne pas interrompre. Personne ne levait son verre. Personne ne criait que le monde était devenu parfait. Les gens respiraient simplement, calmement. Cette histoire passait du mélodrame à une émotion contenue et n'essayait pas de combler les lacunes par des miracles. Elle s'appuyait sur une série de détails que nous avions vus dès le début. Le signe sur la harpe et sur le pendentif, le sceau brisé du scribe, l'odeur amère de la colophane et la poudre dans la harpe offerte en cadeau, la lettre à la cire molle que l'on cherchait depuis des années, et le garçon qui ne parle pas mais qui comprend. C'est sur ces fils que reposait le dénouement. Il n'y avait pas de geste de la main après lequel le mal disparaissait. Il y avait des gens qui faisaient des choix et les assumaient jusqu'au bout. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur a qualifié Agatha de nièce et de musicienne, cela n'est pas tombé du ciel. Cela venait du passé, où quelqu'un avait un jour remarqué qu'il manquait un petit morceau sur le signe. Chacun a obtenu ce qu'il voulait. Agatha a obtenu la liberté, non pas comme une récompense, mais comme une responsabilité. Lucas a obtenu un endroit où ses gestes sont devenus un langage pour beaucoup. Léon a obtenu le droit de partir la tête haute. Le vieux luthier a obtenu la tranquillité avant de partir.
Raoul a obtenu un travail qui lui rappelle chaque jour que l'ordre n'est pas un cri dans la salle, mais une eau calme dans la roue. Le Seigneur a obtenu une maison où la musique a cessé d'être une décoration pour devenir une mesure. La nuit, Agatha s'est à nouveau approchée de la harpe dans la salle vide et a posé sa main sur les cordes. Elle ne pensait pas à la façon dont on la voyait, mais à la façon de maintenir le son, afin que celui qui était entré avec le poids d'autrui sorte avec sa propre force. Elle se souvint de sa mère, du foulard, du vieux cygne et du rythme muet de Lucas. Elle passa ses doigts sur les cordes, et le son sortit droit, comme un pas sur un sol familier. À cet instant, elle sut que si demain, le malheur quotidien frappait à nouveau à la porte sous la forme d'un panier, d'une lettre, d'un cadeau ou d'un sceau, il y aurait dans cette maison des mains et des yeux qui l'empêcheraient d'entrer. Le printemps avait apporté la neige fondue sur les routes et des foules de gens aux portes. La ville se préparait pour une fête religieuse et pour le rassemblement des troupes pour des exercices militaires. Sur la place, on vendait du sel et du poisson, et près de l'école, dans l'atelier, il y avait des paquets de cordes neuves. Agatha se levait avant l'aube, vérifiait les instruments, touchait chaque corde du bout des doigts et écoutait le son du bois. Lucas dessinait des signes rythmiques simples sur des tablettes de cire. Un trait long pour une note longue, un trait court pour une note courte. Les enfants comprenaient cela plus vite que les adultes. Ils riaient quand le bâton tombait de la tablette et traçaient immédiatement une nouvelle ligne, sans honte ni cri. Vers midi, un groupe de religieux apparut sur la route fortifiée. À leur tête se trouvait l'abbé de l'abbaye voisine. Il apportait une lettre et un coffre contenant des sceaux. Il déclara que la musique était l'affaire de l'Église et que l'école devait passer sous le contrôle du monastère. Il rappela que le monastère avait le droit d'enseigner les psaumes aux enfants. Il ajouta que les temps exigeaient de l'ordre. Lord Edric l'écouta et répondit que l'ordre régnait déjà au château. La musique maintenait les gens dans la mesure, les enfants apprenaient, les querelles étaient moins fréquentes. Il demanda à l'abbé de lui montrer les lettres et les sceaux. L'abbé posa 3 parchemins sur la table. 2 d'entre eux portaient le sceau de la chancellerie royale, le 3e, un cercle avec un croissant de lune et 3 points, mais les points étaient décalés, comme sur la harpe contrefaite qui venait d'être démontée. Léon fronça les sourcils et dit qu'il avait vu ce signe sur des contrefaçons bon marché vendues au port. Lucas passa son ongle sur la cire, qui s'effritait comme du vieux fromage. Le greffier du Seigneur déclara qu'un tel effritement ne se produisait pas avec un sceau frais, mais avec un sceau qui avait été fondu à feu trop doux. Un silence s'installa dans la pièce, ponctué par des respirations régulières. L'abbé se sentit offensé et déclara qu'on l'insultait. Il ordonna à un novice d'apporter un coffre. Le coffre était lourd, avec des coins en laiton. On le plaça près de la porte de l'école, comme un cadeau. Lucas toucha la poignée et sentit que le métal était plus chaud à un endroit. Il se pencha, glissa son doigt dans la fente et en retira un fin tube de cuivre. Il fit signe à Agathe. Elle appela le maître Miché. Miché examina les rivets et dit qu'ils avaient été posés récemment, mais que le cuir aux angles était vieux et qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais d'un piège. Dans un coin était cachée une fiole contenant une infusion qui se brisait sous l'effet d'un choc et rendait l'air irrespirable. Il demanda à tout le monde de sortir, emporta le coffre dans la cour et l'ouvrit avec une fausse clé. Au fond, se trouvait un petit sac contenant une poudre grise et un morceau de plume d'oiseau. Il dit que si l'on frappait le coffre,
la poudre se soulèverait et se déposerait sur tout. La livraison d'un cadeau à domicile faillit tourner au drame pour l'école. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un cri qui les a sauvés, mais l'habitude de prêter attention aux détails. Une rivure chaude, un morceau de cire, des points déplacés. L'abbé a commencé à se justifier. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le coffre, que le cadeau était passé entre les mains d'autres personnes. Il a exigé que ces lettres soient immédiatement vérifiées dans la capitale. Lord Edric répondit par l'intermédiaire d'un héraut que les lettres seraient vérifiées, que le coffre serait conservé comme preuve et que l'école continuerait à fonctionner. Il ajouta qu'il était prêt à parler des psaumes et des leçons, mais qu'il n'était pas prêt à céder l'école à des gens qui ne savaient pas faire la différence entre de la cire ancienne et de la cire fraîche. L'abbé partit en faisant bruisser son manteau. Les gens sur la place chuchotaient que les signes habituels ne faisaient plus peur s'il y avait un endroit dans la ville où on pouvait les lire. Le lendemain, une équipe de tailleurs de pierre arriva au château. Ils avaient été envoyés pour réparer le vieux mur au coin nord. Le chef de l'équipe, Hartwig, était petit, taciturne et tenait son marteau comme s'il faisait partie de sa main. Il demanda un endroit pour ranger ses outils et de l'eau pour la chaux. En passant devant la harpe, il s'arrêta et dit qu'il avait vu un signe similaire sur une pierre dans le port, au bord de la mer du Sud. Léon leva la tête. Ils se reconnurent. Il y a de nombreuses années, Hartwig avait réparé le socle d'un banc de luthier où Léon était apprenti. Ils se souvinrent du vieux maître qui aimait apposer sa marque, non seulement sur le bois, mais aussi sur les pierres de l'atelier. Hartwig dit qu'il avait conservé un morceau de pierre portant le même signe et qu'il pouvait l'apporter si nécessaire. C'était un détail insignifiant, mais il ajoutait un élément concret supplémentaire à la lettre du vieil homme et au foulard de la nourrice. Les fils du passé se rassemblaient en un seul nœud. Le soir venu, quelqu'un tenta de saboter l'opération. 2 moniteurs sont arrivés à la porte de l'école avec une charrette sale sur laquelle étaient déposés des sacs de linge. Ils ont dit aux gardiens qu'ils apportaient du linge à laver pour la blanchisseuse du château. Lucas se tenait dans l'ombre et écoutait les roues. Il remarqua qu'une roue grinçait tous les 3 tours comme un grand tambour dans une chanson lente. Il savait que les blanchisseuses transportaient des tonneaux légers et que la charrette devait faire un bruit plus léger. Il tapota le côté et entendit un écho sourd. Il courut vers Jacob, qui était maintenant assis près de l'école et surveillait la porte. Jacob était vieux et lent, mais il avait un 6e sens pour les étrangers. Il arrêta la charrette et demanda à ce qu'on enlève la toile de dessus. Sous le linge se trouvait une caisse attachée avec une corde neuve et un gros nœud. Le nœud était fait différemment, pas comme celui que faisaient les blanchisseuses locales. Dans la caisse, on trouva 2 masques, des capes et des cordes. C'était une tentative pour emmener Agathe pendant la nuit à travers la cour, en la cachant sous le linge. Lucas l'avait remarqué au bruit des roues. Le garçon sous-estimé s'était une fois de plus révélé être celui qui déjouait les plans des autres à temps. Les gens ne se moquaient plus de ses gestes. Ils le regardaient désormais comme le sage de l'école. 3 jours plus tard, le vieux luthier revint du sud au château. Il apporta un paquet de chiffons, des notes papier et une vieille boîte en bois. Dans la boîte se trouvaient de petits signes faits de différents matériaux: cuivre, bois, os. Chaque signe était un croissant de lune avec 3 points. Le vieil homme raconta qu'il avait autrefois inventé ce signe pour une femme qui aimait les dessins simples. Il raconta que cette femme avait une sœur
qui portait souvent un tel signe autour du cou et que cette sœur avait donné naissance à une petite fille au regard intense. Il avoua qu'il lui avait donné un signe en cuivre et lui avait demandé de le garder lorsque les querelles avaient commencé dans la maison. Il a dit qu'il ne savait pas qui était de qui par le sang, mais que le signe rapprochait mieux les gens que le papier, si ces gens ne voulaient pas mentir. Ces mots n'étaient pas beaux. Ils étaient simples. Cela suffisait. Léon a alors avoué que dans sa jeunesse, il n'était pas seulement l'élève du maître, mais aussi son fils adoptif. Il avait été trouvé près du quai dans un panier de légumes, et il avait lui aussi une telle marque sur le cou. Il n'avait jamais su exactement d'où il venait. Il a dit que la mère du maître avait raconté que le garçon avait été amené par 2 femmes qui se tenaient par la main comme des sœurs. Le vieux luthier regarda le pendentif d'Agatha, le sceau en argent de Léon et le bloc de pierre de Hartwig. Il dit que cette famille était apparemment plus grande qu'une seule maison. Léon comprit alors qu'il n'était pas simplement un bienfaiteur fortuit, mais un homme qui partageait un lien avec Agatha à travers le passé. Il ne changea pas son attitude à son égard. Il dit que le devoir n'était pas une question de sang, mais l'habitude de ne pas déroger à l'honnêteté. Mais cette vérité fut discrètement rangée sur une étagère à côté d'autres choses évidentes. Dans la ville, on remarqua que les nœuds complexes commençaient à se défaire, non pas par les cris, mais par le travail. L'école enseignait non seulement aux enfants du château, mais aussi à ceux qui venaient des faubourgs. Pour eux, Agatha a imaginé un nouvel ordre des cours. Le matin, le rythme sur les bancs, l'après-midi, les cordes, le soir, un rassemblement général dans la cour, où les simples et les nobles jouaient ensemble. Lucas se tenait à côté et levait la main au moment opportun. Il indiquait d'un geste où s'arrêter, où respirer, ou faire une pause. Ces gestes étaient plus compréhensibles que les mots. Il avait trouvé un langage qui unissait ceux qui, en raison de leur statut, ne se seraient pas parlé. À cette époque, Raoul, qui travaillait dans l'entrepôt de l'école, vivait très mal sa chute. Il gardait les seaux sous clé et distribuait chaque jour les cordes sur simple demande. Au début, il a essayé d'en tirer profit. Il retardait les distributions, permettait à ses amis de passer devant tout le monde. Agatha ne le grondait pas. Elle lui demandait simplement de noter chaque distribution sur le tableau, à la vue de tous. Il le faisait mal, mais il le faisait. Peu à peu, sa main a cessé de trembler. Il a commencé à prendre plaisir à voir que les comptes concordaient. Un soir, il remarqua lui-même une ligne en trop et remit le paquet de cordes en trop sur l'étagère. Il ne vint pas s'excuser. Il posa simplement le paquet et prit un chiffon pour effacer son mensonge du tableau. Seul Lucas fut témoin de cette scène. Il fit à Agatha un signe qui signifiait que l'eau avait trouvé le bon chemin. La veille de la grande fête, l'abbé revint au château, accompagné cette fois-ci de l'évêque. L'évêque était sec, soigné et sévère. Il demanda à entendre un psaume afin de savoir ce qu'on enseignait aux enfants. Agathe joua une mélodie simple et non solennelle. Elle reprit le même thème, comme si elle lui avait revêtu différents habits: paysans, citadins, militaires, monastiques. Elle montra qu'un même thème pouvait unir des personnes aux vies différentes. L'évêque écouta et dit que la musique sonnait juste. Il a ajouté que le monastère pouvait enseigner les psaumes et l'école l'art de la mélodie. Il a demandé avec inquiétude qui avait tenté d'empoisonner l'école avec ce cadeau. On lui a montré le coffre. Il a regardé le morceau de cire et a dit que c'était aussi un péché et que le péché
devait être réparée avec les mains et non avec la langue. Il ordonna à son greffier de vérifier les sceaux de l'abbé et laissa au château un prêtre qui savait garder la mesure et ne pas crier. L'abbé partit en se mordant la lèvre. Les habitants de la ville plaisantaient en disant que les balances de leur boutique étaient devenues plus justes depuis qu'on avait cessé de les tromper avec des coquilles étrangères. Le même jour, un homme au chapeau tordu s'approcha de l'école. C'était un tailleur d'un quartier éloigné. Il dit qu'il voulait offrir aux enfants des rubans pour les cheveux et des housses pour les instruments. Il parlait comme parlent les gens qui ont du mal à regarder dans les yeux. Lucas ressentit de l'inquiétude, mais ne remarqua pas l'odeur dangereuse. Le tailleur laissa 2 paniers et s'éloigna. Lorsque Lucas souleva un ruban, de la poussière blanche s'en échappa. Il retira brusquement sa main. Agatha ordonna à tout le monde de sortir et Michée emporta les paniers dans la cour. La poussière scintillait au soleil. Michée apporta de l'eau, se lava les mains, la poussière noircit et cessa de voler. Il dit que cette poussière était composée de chaux broyés et d'herbes qui provoquaient la toux. Elle ne tuait pas, mais faisait perdre la voix et asséchait la gorge. Quelqu'un voulait empêcher les enfants de chanter. C'était une nouvelle fois qu'un cadeau ordinaire tentait de devenir une menace. Désormais, personne ne considérait plus ces tentatives comme très intelligentes. Elles étaient accueillies en silence et les mesures appropriées étaient prises comme à l'entraînement. À l'approche de l'automne, le Seigneur décida d'organiser un grand concert commun dans la cour. Il annonça que tout le monde jouerait, les barons, les serviteurs, les enfants, les artisans. Agatha établit un ordre dans lequel chaque morceau difficile était suivi d'un motif simple et familier. Elle plaça des tables entre les rangées afin que les personnes qui ne jouaient pas d'instruments puissent battre le rythme avec des tasses. Lucas monta sur un tonneau et se chargea des gestes. Léon apporta quelques instruments rares et les remit à ceux qui n'en avaient jamais tenu. Il n'y eut pratiquement pas de moquerie. Les gens étaient occupés. Lorsque la berceuse familière retentit à la fin, les gens étaient déjà à bout de souffle. Personne n'exigeait de confession. Personne ne demandait de mots. La musique avait fait son œuvre. Elle avait réuni les espaces et les statues. Après le concert, les barons se sont à nouveau réunis dans la salle. L'un d'eux, qui avait ri plus fort que tous les autres, s'est approché de Raoul et lui a dit qu'il l'avait vu au tableau et qu'il avait compté honnêtement. Il lui a proposé une place dans son équipe pour compter les points lors de la construction du pont. Raoul a refusé. Il a dit qu'il voulait finir son travail à l'entrepôt de l'école et terminer l'année sans se salir les mains inutilement. Il a dit qu'il avait appris à regarder les enfants dans les yeux lorsqu'il leur distribuait des cordes et que cela le motivait plus que n'importe quel salaire. Le baron a haussé les épaules. Il est parti. Et Yakov, qui se tenait dans un coin, hocha la tête et rit doucement, comme rient les gens qui voient non pas ce qui est bruyant, mais ce qui est vrai. L'hiver arriva avec un léger givre et un silence honnête. Les enfants venaient à l'école avec leurs vieux manteaux, mais ils avaient les doigts au chaud, car Léon leur avait envoyé des gants doublés de fine laine. Il n'avait pas dit un mot. Il avait simplement envoyé des caisses. Les boîtes portaient son signe. Lucas porta les gants à son nez et sourit. Il sentait la laine propre. Le soir même, Lucas s'approcha de la fenêtre et frappa 3 fois. C'était le signe qu'il avait une idée. Il montra à Agathe un nouveau geste pour une longue pause, semblable à une paume couvrant une bougie, et un nouveau signe pour une note silencieuse. Les enfants l'adoptèrent rapidement. Désormais, lorsque quelqu'un faisait du bruit dans la salle, il suffisait de lever la paume vers le bas pour que le bruit cesse de lui-même
sans qu'il soit nécessaire de donner un ordre. C'était un petit détail, mais important pour l'ordre. Au printemps, des messagers sont revenus du Col Nord. Ils demandaient aux gens de renforcer le sentier. Le Seigneur y a envoyé Lutgarde avec une équipe. Celui-ci a travaillé comme il en avait l'habitude, sans parler, avec un lourd bâton et une compréhension claire de l'endroit où planter le pieu et creuser le fossé. Il écrivit une courte lettre à Agathe, disant que l'eau obéissait à ceux qui comprenaient ses mouvements et que la musique dans la ville avait le même effet sur les gens. Il la remercia pour l'école, où il avait trouvé sa place sans honte. La lettre était sale à cause de la boue, mais régulière. C'était la lettre d'un homme dont les mains nettoyaient les pierres et dont les pensées s'assemblaient sans mots superflus. Un peu plus de temps passa, et les gens commencèrent à oublier ces jours où chaque panier pouvait tuer et chaque seau cachait une corde. Ils ne devinrent pas naïfs. Ils cessèrent simplement de laisser la peur les dominer. Ils apprirent à écouter les odeurs, les sons et les apparences. Ils s'habituèrent à considérer le sceau non pas comme un signe de pouvoir, mais comme un objet à vérifier. Ils ont appris à faire confiance à ceux qui se taisent et agissent. Les méconnus ont cessé d'être invisibles. Leurs gestes sont devenus des mots, leurs mains sont devenues des plumes, et leur rythme, la loi. Et pourtant, la vie ne se lasse pas de tester la résistance des gens. En été, un nouveau baron venu de contrées lointaines est arrivé en ville. Il a déclaré que ses grands-pères avaient droit à cette école, car leur tante chantait dans cette salle. Il a montré un vieux parchemin. Il portait un sceau intact, mais il manquait la signature du scribe en bas. Léon a dit qu'il avait vu de tels documents au port. Ils sont vendus à ceux qui aiment oublier les détails. Agatha n'a pas protesté avec rudesse. Elle a demandé au baron de s'asseoir dans l'école et de voir comment elle fonctionnait. Il s'est assis. Il a vu Lucas qui, à l'aide de gestes, tenait en respect une centaine d'enfants. Il a vu Michaïl qui corrigeait un nœud sur une corde. Il a vu Raoul qui faisait des marques sur le tableau noir et Jacob qui rangeait un banc pour que personne ne trébuche. Le baron resta assis 1 heure, puis partit sans dire un mot. Le lendemain, il envoya des planches pour fabriquer de nouveaux bancs. Parfois, les gens abandonnent non pas à cause d'un argument, mais à cause d'une image. Le soir même, Agatha monta dans la galerie et se mit à jouer. Elle ne choisit pas la même mélodie, mais une nouvelle. Celle-ci avait de la place pour tous ceux qui étaient ressortis de l'ombre. Il y avait les coups brefs de Lucas que personne ne comptait auparavant. Il y avait les pas assurés de Michaïl que personne n'écoutait. Il y avait le souffle des enfants que personne ne craignait. Il y avait le travail de Lutgarde qui se corrigeait dans la boue de pierre. Il y avait la retenue du Seigneur qui n'avait pas cédé aux cris faciles. Il y avait les dons simples de Léon qui n'avaient pas besoin d'être embellis. La musique les tenait comme un banc tient des coupes, ni plus fort que nécessaire, ni plus faible. Sur la place, quelqu'un murmura que c'était une bonne fin. Mais Agatha savait que la fin n'était pas une seule soirée. C'était un comportement qui se répète. Elle termina sur une note simple et baissa les bras. Elle regarda Lucas. Il fit un nouveau geste, la paume vers l'avant, les doigts bien droits, comme une porte qui reste ouverte. C'était le signe que tout recommencerait demain, et c'était le bon signe.